la France possède, depuis plus de 60 ans, un OVNI récupéré. Vous découvrirez avec stupéfaction que l'armée française détenait déjà en 1954 un OVNI dans un blocos de bord de mer, mis sous haute surveillance militaire. Une question se pose néanmoins, mais depuis combien de temps? Les USA avec plusieurs crashs d'OVNI récupérés, dont celui de Roswell, ne sont donc absolument pas les seuls à détenir des vaisseaux d'une autre technologie. Déjà durant la dernière guerre, les nazis en avaient récupéré au moins. En septembre 1954, Marius de Wilde est témoin de l'atterrissage d'un vaisseau et de ses occupants, posés sur la voie ferrée près de sa maison de garde-barrière. Son histoire a défrayé la chronique à l'époque, et plus tard il a raconté son histoire dans un livre. Ne résistez pas aux extraterrestres. En voici 3 extraits. Nous sommes le vendredi 10 septembre 1954, il est environ 22h30. J'habite une petite maison à Carouble, dans le nord de la France. C'est une maison de garde-barrière, donc très proche de la voie ferrée. Les soucoupes volantes? Connais pas, ou plutôt, j'en entends parler comme tout le monde, mais pour moi, c'est de la foutaise. Je suis un homme simple, un ouvrier métallurgiste qui ne pense qu'à améliorer son confort. J'ai pu acheter une télévision, en 1954, ce n'est déjà pas si mal. Ce soir-là, ma femme regardait le petit écran tandis que moi, je préférais lire mon journal, car en tant qu'ancien marin un article me passionnait, il s'agissait du drame de l'abeille. Soudain, Kiki, mon chien, s'est mis à aboyer d'une façon anormale depuis sa niche qui est à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce qui lui prend? Questionne ma femme. Je n'en sais rien, je vais aller voir. Je pose mon journal, prends une torche électrique et sors de la maison, pendant que ma femme demeure assise devant le poste de télévision. Dehors, la nuit est sombre. Je ne vois qu'un écran noir. Je braque ma torche électrique sur Kiki, littéralement terrorisé, levant le museau vers le ciel pour hurler à la mort. Je ne suis pas superstitieux, mais ce hurlement me colle un mauvais frisson sur la peau. Tais-toi. Kiki obéit, mais en gémissant, comme s'il souffrait. J'observe les alentours que je balaie de ma torche électrique, rien de particulier. Je me dirige alors vers la droite de la maison qui est entourée par une palissade d'1,20 m de hauteur, je l'ai construite moi-même pour empêcher les enfants et le chien d'aller traîner sur la voie ferrée. En arrivant près de la barrière, j'éteins la torche et satisfais un besoin naturel. C'est alors que j'aperçois, sur ma gauche, une masse sombre posée sur les rails, à environ 6 ou 7 mètres de moi. Je pense tout d'abord à un wagon mais, rapidement, je me rends compte que l'engin ressemble à tout ce que l'on pourrait imaginer sauf à un wagon ferroviaire. Brusquement, derrière moi, près de la maison, des bruits de pas. Je ne m'affole pas outre mesure car, souvent, des contrebandiers empruntent ce chemin, près de la maison, pour passer en Belgique. Le chien recommence à s'exciter, allant en tous sens, tirant sur sa chaîne. Des ombres se profilent et avancent vers moi. J'ai 33 ans, ma taille est bien au-dessus de la moyenne, je pèse 75 kilos, je suis tout à fait sûr de ma force, ce sont probablement des gamins en maraude des chapardeurs de poulailler. Pourquoi songerais-je à des gamins? Pour 2 raisons, ils en ont la taille et cherchent à fuir, sans précipitation d'ailleurs, en se dirigeant vers la porte de la palissade. D'un bond, je leur barre le chemin et braque sur eux le faisceau lumineux de ma torche. Stupéfaction. La lumière que je projette se réfléchit sur leur tête comme sur du verre. Ils sont vêtus d'une sorte de combinaison sombre, qui semble être de la matière très souple. Ma première idée, en ceinturer un. On dirait alors que cette pensée agressive, probablement captée, déclenche un rayon de lumière, qui jaillit de la masse sombre posée sur les rails. Ce rayon m'enveloppe en me paralysant de la tête aux pieds. Je voudrais crier, bouger, impossible. Seul mon cerveau fonctionne d'une manière on ne peut plus lucide. Je ressens des picotements dans tout le corps, tandis que je vois et entends parfaitement. Ils marchent sur la dalle de ciment, franchissent la porte de la palissade, se fondent dans la nuit, rejoignent la masse sombre posée sur la voie. Un bruit de porte à glissière me parvient et, bientôt, un sifflement qui s'intensifie. Je perçois un souffle tiède, très agréable à respirer, comme l'odeur des foins fraîchement coupés. Le rayon lumineux disparaît et je retrouve, instantanément, l'usage de mes membres. Je vois alors l'engin, toujours une masse sombre, qui monte dans le ciel, peut-être à la verticale, environ 30 ou 40 mètres. L'engin s'illumine peu à peu, devient fluorescent, orange, presque rouge. C'est fini. Il a disparu. Chapitre 4. Le lendemain, quelques heures après la déposition à la police, cela commence par une voix d'homme derrière moi. Monsieur de Wilde? Je me retourne. Oui, c'est moi, c'est pour la Voix du Nord. Pourriez-vous m'accorder une interview, s'il vous plaît?
Après avoir pris des notes sur son carnet, le journaliste me scrute. Vous devriez rentrer chez vous, monsieur de Wilde, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, bel euphémisme. Un cordon de police empêche une foule de curieux d'envahir le terrain qui entoure la maison. Dans celle-ci ma femme reçoit le commissaire Gouchet tandis que, dans le même instant, arrive la gendarmerie de l'air et la DST. Et ce n'est pas fini, les envahisseurs ne sont pas les extraterrestres d'un mauvais feuilleton télévisé, mais bien plutôt toutes les polices, y compris la police de l'air de Lille et de Paris munie d'appareillage. Ce qui se passe alors dépasse l'entendement humain, et j'ai l'impression d'être transporté dans un monde démentiel, où les ordres fusent toutes parts, où chacun réclame une priorité d'action. À cet égard, ce sont des militaires revêtus d'une combinaison anti-radiation, qui s'imposent en tout premier lieu, mon locataire, toute ma famille et moi-même sommes soumis à la détection des compteurs GG, ensuite c'est le tour des animaux et du terrain. Résultat de l'opération, la radioactivité supportable pour l'être humain et les animaux. La preuve est faite, l'endroit où l'engin s'est posé radioactif. Je ne devrais pas trop me réjouir de cette preuve, elle va entraîner des conséquences désastreuses pour moi. L'enquête sur les lieux est brusquement interrompue par une rumeur houleuse venant de la foule maintenue par le cordon de police. À cette rumeur s'ajoute un grincement strident suivi d'un grondement lourd. Le premier moment de surprise passe, la police et l'armée tirent les conclusions de ce nouveau phénomène, plus rationnel que l'atterrissage dont j'ai été témoin. Un train, en passant lentement pour ne pas provoquer d'accident parmi l'attroupement, a provoqué un affaissement de la voie, le grondement sourd, tandis que ses roues patinaient sur les rails, le grincement strident. L'affaissement s'est produit à l'endroit même, où l'astronef s'était posé quelques heures plus tôt. Le machiniste immobilise sa locomotive, met pied à terre pour aller téléphoner tandis que les enquêteurs, stupéfaits, constatent une friabilité anormale de la voie et du ballast. Quelques instants plus tard, le machiniste s'écrie, le téléphone ne fonctionne pas. Je sais, dis-je, il ne fonctionne plus depuis l'atterrissage, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, gronde une voix au malaccent militaire. Cette voix ne dira plus rien dès que celui qui en a l'usage, constatera que les piles sont neuves et paradoxalement vidées. Je ne peux alors résister au plaisir de lui montrer ma torche électrique et mon post-transistor. Il compare, rumine, tente de ne rien laisser paraître sur un front soucieux, et qui se voudrait intelligent, mais derrière lequel il n'y a que le vide de l'incompréhension. Près de la voie, un officier attire l'attention de tous, venez voir ici. Il y a un creux, une sorte de cuvette sur une longueur d'au moins 6 mètres, il y a également des traces sur le travers du ballast, et des entailles sur les traverses des rails. Les preuves s'accumulaient, bizarrement, chaque fois qu'un nouvel élément accrédite mes déclarations, j'ai la désagréable sensation de poser le pied sur les marches d'un escalier qui descendrait aux enfers. Je sais, désormais, que la précognition n'est pas un vain mot. Chapitre 6. Quelques jours plus tard, Werner von Braun n'est pas l'inventeur des V1 et V2. Le temps s'écoulait mais j'en perdais pratiquement la notion. Depuis combien de temps étais-je, dans cet endroit bizarre où l'on enfermait, indifféremment, aussi bien les fous, les individus dangereux que les lépreux? 4, 5, 6 jours? Comment savoir avec ces piqûres journalières, qui me maintenaient dans un état semi-comateux? Et toujours les interrogatoires, la sempiternelle question, vous n'avez pas tout dit, n'est-ce pas? Un matin, la porte s'ouvre, habillez-vous de Wilde, on y va. Où? Quelle importance? Je me sens habité par une espèce de fatalisme à toute épreuve, car l'échéance est fatale, je m'en sortirai, d'une manière ou d'une autre, sans avoir à intervenir personnellement. Quant à expliquer ce sentiment, cela m'est impossible, je sais, voilà tout. Une nouvelle fois, le fourgon. 1 heure de route. Je n'ai ni ceinture ni lacet. En descendant du fourgon, je découvre un camp militaire qui est, en fait, une ancienne prison civile. La fête continue, médecin, interrogatoire, piqûre. Je me souviens du conseil de l'infirmier, l'individu classé dangereux se fait doux comme un agneau, mais il ne rajoute rien à ses dépositions précédentes. Durant 3 jours, c'est l'habituel carrousel, hôpital, camp militaire, hôpital, ils sont inlassables. Moi aussi. Ils optent enfin pour le camp militaire où le médecin est un commandant qui officie dans le service du professeur Merle d'Aubigne. J'y demeure quelques jours. Aujourd'hui, en 1980, je me demande si les autorités qui me détenaient n'ont pas commis une regrettable erreur en me laissant parler à un autre détenu, lui aussi classé dangereux ou fou, et avec lequel j'ai longuement conversé. Il ne m'a paru ni dangereux, ni fou. Il s'agit du savant Georges Claude, qui voulut vendre son invention à la France, laquelle refusa parce qu'elle jugeait cette invention aussi inutile que coûteuse. Georges Claude trouve un acquéreur en Allemagne, et les nazis attribueront la paternité de l'invention à Werner von Braun. On m'accuse, maintenant de trahison, me dit Georges Claude.
Mais si j'ai trahi, pourquoi n'informe-t-on pas l'opinion publique, parce que j'aurai mon mot à dire? Intéressante digression, non? Est-ce bien cela que vous avez vu? Électrochoc, pan total, séance d'hypnose, finalement, à mon insu, j'ai probablement parlé. Mais n'anticipons pas. On m'éveille en pleine nuit, on m'émène jusqu'au fourgon qui, à l'aube, stoppe au bord de la mer. Laquelle? Je n'en sais rien. Je suis encore sous l'effet d'équellement. J'entends cependant le bruit des vagues dans l'obscurité de la nuit et je respire, à plein poumon, l'air salin. On me pousse vers des marches que je descends, me voici devant un blockhaus surveillé, gardé par des fusiliers marins. L'officier qui m'accompagne désigne des meurtrières dans la masse de béton. Regardez à l'intérieur. J'obtempéré, tétanisé, je n'en crois pas mes yeux. L'officier me murmure à l'oreille, est-ce bien cela que vous avez vu? Dans une grande pièce, à l'intérieur de l'édifice, je vois un énorme engin de forme lenticulaire, long d'environ 10 mètres et parfaitement éclairé. Je l'observe tandis qu'il se situe en contrebas par rapport à mon angle de vision. Est-ce que l'engin que vous avez vu ressemble à celui-ci? Insiste l'officier. Je déglutis difficilement. Il m'est impossible de répondre affirmativement, car je n'ai vu aucun détail lors de la nuit du 10 septembre, sinon la forme approximative de l'engin. À ma grande surprise, l'officier semble se contenter de cette réponse. Il me laisse tout à mon observation qui ne durera pas moins de 30 minutes, après quoi, on m'a ramené chez moi, à Carouble. Était-ce bien la fin du cauchemar? L'armée récupère la boîte. Il n'y avait pas un quart d'heure, que j'étais de retour à Carouble, qu'une jeep de l'armée de terre s'arrêtait devant la maison. À son bord, un commandant, un capitaine et 2 hommes de troupe en armes. Suivi de près par le capitaine, le commandant s'approcha. Monsieur de Wilde, donnez-nous la boîte. La boîte? Quelle boîte? Allons, vous savez bien la boîte. Je ne sais pas de quoi vous parlez, nous savons où elle se trouve, monsieur de Wilde. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez qu'à la prendre. Le commandant eut un sourire circonspect, c'est ce que nous allons faire. À mon grand étonnement, je vis les 2 officiers et les 2 soldats se diriger vers la cave. Ils réapparurent quelques instants plus tard avec la boîte. Monsieur de Wilde, déclara le commandant, on vous paiera cet objet. On vous le paiera très cher. La somme que vous recevrez sera vraiment très importante. Je n'ai plus jamais entendu parler de la boîte. Quant à l'argent promis par le commandant, celui-ci a dû oublier de me le faire parvenir.